auditeurs, merci d'être à l'écoute de Rewmi FM. Bonjour et bienvenue dans le grand oral de ce 13 mai 2017. C'est un grand plaisir de recevoir le secrétaire général du bloc des centristes gays de BCG, Jean-Paul Diaz. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Alors, sans plus tarder, nous allons découvrir notre invité dans la rubrique portrait avec Elisabeth Diatta. Merci Elisabeth Diatta pour le portrait de l'invité de ce grand oral, Jean-Paul Diaz, secrétaire général du bloc des centristes gays de BCG. Alors, votre parti a décidé de quitter la coalition Benno Bokk Yakaar pour Manko Taxawu Sénégal, celle de l'opposition. Pouvez-vous revenir justement sur les raisons qui vous ont conduit à prendre cette décision? Mais ces raisons figurent dans le communiqué que nous avions publié lundi ou mardi. C'est-à-dire qu'en fait, nous nous dirigeons vers vers la mise en place d'une nouvelle Assemblée nationale. Et nous considérons, comme je le pense beaucoup de Sénégalais, que l'Assemblée nationale qui est finissante a été l'une des plus nulles de toute l'histoire politique du Sénégal post-indépendance. Donc, il n'est pas question de la reconduire. Et de ce point de vue-là, nous nous rendons compte que, en restant dans le camp du pouvoir, c'est la reconduction. Et pire que ça, c'est que nous-mêmes, on n'a pas été consultés pour ça. Sur quels critères jugez-vous cette logement des élections? Non, mais ça, ce sont des membres qui siègent, des députés qui siègent à l'intérieur de l'Assemblée nationale, eux-mêmes, qui disent qu'elle est la plus nulle de l'histoire. Voilà. Tout le monde. Il y en a d'autres. Même des gens du camp, parce que tous les LHD sont des gens du camp de la coalition au pouvoir. Même que ce soit des gens de l'opposition, des gens du camp de la coalition au pouvoir. Tout le monde a convenu que c'était la nullité pointée. Bon, alors, donc il n'est pas question de reconduire cette Assemblée nationale. Et parce qu'elle a eu un comportement que j'appelais reptile. Elle a rampé devant le pouvoir exécutif. Sachez qu'elle n'a pas fait elle n'a pas voté une seule proposition de loi. La proposition de loi, c'est la loi que l'on vote quand l'idée est venue des députés ou d'un député ou de plusieurs députés. Le projet de loi, c'est ce qui vient du gouvernement. Elle n'a pas voté une seule proposition de loi. Elle n'a pas véritablement enquêté sur quoi que ce soit. En plus, devant le judiciaire, elle s'est comportée comme une assemblée godillot. Chaque fois que le judiciaire lui a dit « Ah, je veux lever l'immunité, il faut lever l'immunité de tel », et puis sans rien comprendre, sans exiger de dossier, rien, paf, elle a suivi. Tandis que le judiciaire, quand on vote une loi, quand l'Assemblée vote la loi, et que le judiciaire doit l'appliquer, s'il y a une difficulté d'interprétation ou de quoi que ce soit, le judiciaire ne va pas demander l'avis de l'Assemblée. Le judiciaire dit, moi j'ai compris que c'est ça. Alors c'est pas le judiciaire qui a voté la loi. Donc c'est pas une Assemblée digne d'être reconduite. Et nous avons dit que, bon, il faut que nous contribuions à changer l'Assemblée. En fait, nous avions pensé depuis quelque temps aller seuls, parce que nous nous rendions compte que la part belle qui était faite aux ralliés, ce que j'appelle les ralliés, c'est-à-dire les gens... non, ce n'est pas les mêmes. Moi, j'ai plus de respect pour les ralliés, parce qu'au moins, ils sont venus au deuxième tour. Ceux qui sont venus au deuxième tour, qui racontent partout que ceux qui ont gagné n'ont rien gagné du tout, n'est-ce pas? Et qui ont permis quand même aux candidats que nous avions à l'époque de faire 65%. Alors, et vous avez les transhumants. Alors, quand on a vu que la part belle était faite aux ralliés et aux transhumants, que c'était ceux qui étaient consultés à l'heure actuelle, imaginez que nous sommes à peu près à 3 semaines du dépôt des listes. Et nous, personne ne nous a consultés. Alors vous croyez qu'on va rester là? Vous ne participez plus aux rencontres de Benno Bokk Yakaar? Mais on ne nous convie plus, on ne nous convoque pas. Depuis quand? Avec l'LH Diouf d'ailleurs qui n'est pas convoqué. Ah ben je ne sais pas, depuis 2 mois environ, je ne sais pas. Comment vous expliquez-vous cela? Je ne cherche pas d'explication, je constate. À partir de ce moment-là, voilà, nous aussi, on prend nos responsabilités. Voilà, parce que si à une réunion, on ne nous voit pas, on doit demander où est-ce que nous sommes et nous rappeler, écoutez, vous n'êtes pas venus. Or, ce n'est pas ça. On ne voulait plus de nous, parce qu'on avait pris tous les deux des positions conformes à la démocratie, n'étaient pas des positions de l'armée. Bon, ben, on ne va pas de nous, on s'en va. Voilà. En tout cas, le BCG, je veux dire. Voilà. Alors, c'est pour cela que vous avez décidé de partir maintenant? Non, on n'est pas, disons, on n'a pas, je ne le prends pas comme dans le... C'est pas quelque chose qu'on doit apprécier. Vous jugez aussi peu fécondant le compagnonnage avec le président? Mais bien sûr,
Bien sûr. Nous sommes toute la presse depuis l'autre jour, pas plus tard qu'aujourd'hui. Toute la presse reconnaît que nous sommes ceux qui étaient là quand la nuit était noire, quand personne ne voulait accompagner l'enfant, et donc que nous nous sommes battus, nous nous sommes sacrifiés. Moi, je ne parle pas de moi. Moi, j'ai un âge tel que je n'ai pas besoin de poste, mais j'ai des responsables, j'ai des cadres supérieurs, n'est-ce pas? Et même quand ils se battaient, personne n'est venu leur demander de CV. Et aujourd'hui, quand on rechigne à nommer quelqu'un ministre, à nommer quelqu'un DG, à nommer quelqu'un PCA, à nommer quelqu'un conseiller, etc., bon, à la longue, il y en a marre, quoi. Alors, quelqu'un m'a dit, mais oui, pourquoi vous avez attendu tout ce temps-là? Non, ce n'était pas ça. C'est parce que vous savez, au Sénégal, c'est comment? Vous prenez une décision tout de suite, 1 an et demi, 2 ans après, on dit, ah, celui-là, il est impatient, s'il avait patienté, bon, alors, et voilà. Vous patientez, mais même, on se dit, bon, ça va changer, et puis à la limite, le prochain mandat ou à la fin du mandat, etc. Et vous voyez des comportements qui s'empirent. Écoutez... On sert les nouveaux arrivés, les transhumants. Les transhumants, moi, qu'on conserve les nouveaux arrivés, ça ne me choque pas. Mais il y a des transhumants de la pire espèce au Sénégal, dont personne ne veut. Non, je ne cite personne. Ils se connaissent, vous-même, vous les connaissez, vous analysez la scène. Donc, à partir de ce moment-là, vraiment... Mais non. La dernière roue de la charrue, ça ne compte pas. N'est-ce pas? Et celui-là, même pour des raisons purement sentimentales, on peut comprendre. Mais il y a pire que ça. Souleymane Ndéné Ndiaye, ce n'est pas un élément négatif, mais il y a pire que ça. Alors c'est ça. Vous savez, c'est fait. Maintenant, on s'assume. Voilà. Alors, vous proposez quelle assemblée? Nous proposons une assemblée de députés indépendants qui n'obéiront même pas aux ordres de la coalition. On pense au changement, alors. Mais bien sûr, il faut le changement. C'est fatal, c'est nécessaire. Et c'est l'une des raisons de fond. Par exemple, une assemblée qui n'aura pas un comportement servile devant le judiciaire. Une assemblée qui ne rampera pas devant l'exécutif. Une assemblée qui contrôlera le gouvernement et qui fera des commissions d'enquête, qui auditionnera. C'est ça son rôle. Le rôle de l'Assemblée, ce n'est pas de créer des emplois ou de faire des investissements, mais c'est ce travail de contrôle, comme un service d'audit. Il faut forcément alors changer le mode d'élection. Non, pas nécessairement. Moi, je vous dis en toute sincérité. Parce que lorsqu'on est sur la liste nationale, c'est-à-dire choisi par exemple par le président, après on se sent un peu redevable. Non, c'est ce qu'on appelle le devoir d'ingratitude. Vous savez, je ne sais plus quelle était cette personne... cette autorité française qui avait été nommée président du Conseil constitutionnel en France et qui a dit, je crois que c'était à Mitterrand, Monsieur le Président, sachez que j'ai vis-à-vis de vous le devoir d'ingratitude. C'est-à-dire, je fais mon travail, je ne me dis pas que c'est vous qui m'avez nommé là. Donc, c'est pas ça. L'Assemblée, vous êtes sur la liste nationale, par exemple, pour la liste au pouvoir, vous êtes élu député, vous ne devez rien au président de la République. C'est le peuple qui vous a élu. Donc vous êtes affranchi de toute allégeance. Même si c'est lui qui vous a choisi, payé Ouais, mais la caution, c'est peanut. N'importe qui peut sortir 15 millions. C'est rien du tout. Donc, c'est pas ça la question. Donc, il faut des députés indépendants, des députés conscients de leurs devoirs, conscients de leur mission, conscients de leur rôle, n'est-ce pas? Et qui n'acceptent pas Regardez aux États-Unis. Il y a des parlementaires, des sénateurs. Les sénateurs sont des parlementaires. Des sénateurs qui sont du camp du président Trump, mais qui ont voté contre lui dans certaines décisions, surtout les premières qu'il a prises. Voilà. C'est des hommes libres. Un sénateur aux États-Unis, je vous garantis, vous ne l'appelez même pas pour être ministre, pour qu'il vienne être ministre. Hein. C'est important. Aujourd'hui, un sénateur américain débarque à Dakar, c'est l'ambassadeur des États-Unis qui va à l'aéroport le chercher. C'est très important. Et d'ailleurs, député, moi j'ai été aux États-Unis, parce que j'étais député en 88. À l'époque, mon fils était étudiant là-bas. J'ai été aux États-Unis en 88-89. Et un jour, à l'époque, j'avais ouvert un compte d'ailleurs. Et un jour, j'ai sollicité un prêt. Mais on m'a fait un prêt sans garantie. J'étais quelqu'un qui vient du Sénégal. Je suis tombé des nues.
le monsieur, enfin la personnalité qui me faisait le prêt, qui travaillait dans la banque, qui était vice-président dans la banque, il me dit, monsieur Diaz, vous savez, vous, avant que vous ne veniez ici, nous, on s'est renseigné sur vous. On sait qui vous êtes. Aujourd'hui, vous avez été membre du gouvernement de votre pays. Aujourd'hui, vous êtes parlementaire dans votre pays. Vous nous rembourserez, on n'a pas besoin de garantie. Parce que vous ne nous remboursez pas, on va vous mettre dans Internet et dans votre propre pays, vous n'aurez plus de prêt. Vous comprenez? Donc le respect, la considération qu'on a pour un député. Comprenez? Contrairement au Sénégal. Contrairement au Sénégal. Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait qu'on mette les députés au Sénégal, encore que la situation a beaucoup évolué. Moi, je reconnais qu'elle est meilleure que nous quand on était député. Financièrement et même matériellement. Je crois que les députés maintenant ont des bureaux, je pense, ont des véhicules, etc. Non, c'est pas, ça peut être mieux, mais c'est pas pareil. Pas pareil. Imaginez que moi, quand j'étais député en 98, on n'avait pas de véhicule, il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas de bureau, il n'y avait rien du tout. Et le salaire, c'était la moitié les indemnités, c'est pas un salaire. Les indemnités, c'était la moitié de ce qui est servi aujourd'hui. Non, vous voyez, c'est pas la même chose. Mais représenter son pays, parce que l'avantage au Sénégal, le député est député du Sénégal. Vous n'êtes pas député de Koussanar ou député de Koungheul, vous êtes député du Sénégal. Ça c'est extraordinaire. Mais vous représentez le Sénégal. Comprenez? Et donc, moi je crois que c'est important. C'est important. D'accord. Alors, dans le communiqué sanctionnant les règles du secrétariat national de votre parti, vous dénoncez la rétention des cartes d'électeurs servant aussi de carte d'identité. Sur quoi fondez-vous cette accusation à l'endroit du ministère de l'Intérieur? Mais sur les faits. D'abord, je voudrais vous dire, avant d'arriver à la rétention, je voudrais vous dire que les cartes sont mal faites. Moi, je suis tombé des nues. Moi, je ne les avais pas vues. Pas la mienne, parce que moi, la mienne n'est toujours pas sortie, tenez-vous bien. Moi, je me suis inscrit en janvier. Elle devait m'être livrée le 15 avril. Et jusqu'à cette semaine-là, qui se termine, je n'ai pas de carte. Vous pensez que c'est fait exprès? Non, dans mon cas, je pense qu'ils n'osent pas le faire exprès. Mais c'est un constat. Je pense que dans la semaine à venir, j'aurai ma carte. Et bon, alors imaginez ceux qui se sont inscrits au mois d'avril. Quand est-ce qu'ils auront leur carte? Le problème, c'est que si vous êtes candidat et que vous n'avez pas votre carte, mais vous ne pouvez pas être candidat. Donc cette rétention de carte est faite pour empêcher les gens d'être candidats. Et puis elle est mal faite. Il n'y a pas la filiation. Il n'y a pas le nom de votre père, le nom de votre mère. Alors imaginez un pays comme le Sénégal où les homonymies sont fréquentes, courantes, n'est-ce pas? Les Oumifal, combien de Oumifal il y a ici? Les Hassan Diop, les Ablaye Ndiaye, il y en a des légions. Alors si on ne sait pas, si on ne les distingue pas par leur père et par leur mère, comment voulez-vous qu'on fasse? Alors on vous dit oui, mais sur la carte, quelque part, il y a un chiffre qui permet une lecture par puce. Vous croyez que les bureaux de vote ont une machine pour lire quoi que ce soit? Et d'ailleurs, c'est très grave, parce que parce que dans le dossier, vous devez fournir un extrait de casier judiciaire. Lorsque vous allez voir le greffier pour qu'il vous fournisse il vous délivre ce extrait de casier judiciaire, il refuse, parce qu'il vous dit, il n'y a pas votre filiation. Alors que sur le formulaire de l'extrait de casier judiciaire, il y a la filiation. C'est Oumifal, fille de Diou et de Diou. Bon, voilà. Il ne peut pas le faire. C'est pas pour vous embêter, mais il est coincé. Alors, vous êtes obligé d'aller chercher un extrait de naissance ou d'aller faire une photocopie de votre ancienne carte. Vous vous rendez compte de cette nullité-là? Alors, ça, c'est la première chose. Alors, deuxièmement, il y a de la rétention. Je donne un ou deux exemples. Vous prenez, par exemple, à Touba, gare routière. C'est une information que nous avons. À Touba, la commission de la gare routière, sur 15 000 cartes qui doivent être distribuées, à l'heure où je parle, il n'y a que 3 000 cartes. 3 000 distribuées. C'est partout pareil. Combien de gens, vous écoutez les radios, vous voyez les derniers journaux, les gens disent qu'ils en ont assez d'aller, de retourner, de re-retourner pour la distribution des cartes. Alors, ça, si ce n'est pas une tentative de fraude, une tentative de bloquer, parce que c'est sûr qu'eux, de leur côté, leurs cartes se distribuent normalement, de bloquer les investitures des autres, ça y ressemble de très près. Et c'est pourquoi, vous savez, le ministre de l'Intérieur actuel n'a jamais fait preuve d'imagination dans quoi que ce soit. Quand c'est comme ça, au moment des inscriptions, vous vous souvenez, bon, il a fallu que le président lui tape sur les doigts pour qu'il se bouge un peu. Alors là, c'est la même chose.
je pense que, puisqu'il est incapable d'organiser assez de commissions pour la distribution des cartes, mais il faut impliquer l'armée et la gendarmerie pour créer des commissions, même dans les casernes qu'on a retirées. Parce qu'au moins, les militaires, c'est des gens sérieux. C'est des gens sérieux. Donc, vous pensez qu'il peut s'agir d'un problème de distribution? Mais c'est un problème de... Non, mais c'est un problème de rétention. C'est fait exprès. C'est-à-dire qu'ils retiennent. C'est fait exprès. Et comment ils pourront frauder, à votre avis, avec ces cartes détenues? Eh bien, ils vont frauder parce que, d'abord, il n'y a pas, je vous ai dit, il n'y a pas les filiations. Donc, quand Abdoulaye Ndiaye vient voter, eh bien, vous ne savez pas c'est Abdoulaye Ndiaye lequel. Bon, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a déjà des indices très clairs et très concordants de fraude. Prenez dans le département de Dakar, on s'est retrouvé avec plus de 103 000 nouveaux inscrits. Comme si la population avait bondi en quantité. C'est faux. Alors vous prenez, et la plupart des arrondissements, des mairies, dans les arrondissements qui leur posent problème, Parcelles Assainies, Mermoz Sacré-Cœur, comment ça s'appelle, Grand Yoff, etc., etc. Ils ont fait un gonflement là-bas. Un gonflement. Est-ce que ce rush ne peut pas être expliqué par le fait que cette carte d'électeur soit en même temps la carte d'identité? Les gens en ont besoin. Ça. Je vous parle de nombre en plus. Quel rush? Où est-ce que sa carte s'est gonflée de 100 000 personnes? Vous savez c'est quoi 100 000 personnes? Mais il y a des pays où c'est le tiers de la population. 100 000 personnes d'un seul coup. Et en même temps, aussi bizarrement que ça puisse paraître, vous prenez par exemple Pikine, il manque 30... Pikine ou Guédiawaye est l'un des deux. Il manque 38 000... des gens qui vivent là, qui sont inscrits. Il y a 38 000 personnes en moins. De l'autre côté, 42 000 personnes en moins. Mais la fraude est en train de s'installer. Alors, le gouvernement peut faire ce qu'il veut, il peut tenter de s'amuser, mais nous, on fera tout pour ne pas laisser faire. Comment justement? Non, je ne vous le dirai pas. Ça, je ne vais pas vous le dire. Je veux, pour le moment, nous le constatons. Nous le constatons, nous le disons et nous invitons le gouvernement à rectifier le tir. Maintenant, s'il ne rectifie pas le tir, il verra qu'il n'a pas affaire à des débutants. C'est tout. Alors, le problème du fichier, c'est réglé ou pas? C'est pas réglé, mais justement, c'est ce que je vous dis. Le fichier est complètement perturbé. Hein? Imaginez, alors vous parliez tout à l'heure... Vous avez parlé de refonte partielle. Non, c'est de la fumisterie. Puisque tout le monde s'est inscrit, c'est une refonte totale. C'est comme si le Sénégal vient d'être indépendant. Comme si au Sénégal, on n'avait jamais été aux élections. C'est une escroquerie, cette affaire-là. Nous, BCG, on l'a dénoncé très tôt. On l'a dénoncé très tôt. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. Alors, c'est ça. Imaginez que ils se vantent d'avoir aujourd'hui 6 millions d'inscrits. Combien de cartes ont été distribuées au moment où nous parlons? 900 000 sur 6 millions d'inscrits. Alors, quand je vous parle de rétention de cartes, vous devez me croire. Voilà. À 2 mois des élections. Ouais. Alors, si vous venez de nous rejoindre, vous suivez le grand oral sur Rewmi FM et nous recevons le secrétaire général du bloc des centristes Gaïndé, Jean-Paul Diaz. Alors, vous avez rejoint le camp de l'opposition, la coalition Manko Taxawu Sénégal, qui annonce d'ailleurs une marche pour le 19 février, marche qui a pour objectif, entre autres, de militer pour la libération, disons, des détenus politiques. Envisagez-vous justement des actions pour la libération du principal détenu maintenant, le maire de Dakar? Mais il y a eu des actions dans le passé. Celle-là est une action. C'est beaucoup plus un rassemblement qu'une marche d'ailleurs. Et c'est un rassemblement beaucoup plus qu'une marche, pacifique et tout. Nous osons espérer qu'elle sera autorisée, enfin qu'il n'y aura pas d'interdiction. Ce n'est pas qu'on nous demande l'autorisation, c'est l'interdiction qui intervient. Et c'est ça c'est pas de la démocratie, c'est rien du tout. Mais moi, je dis simplement, les préfets, les autorités administratives, comme les policiers, etc., ont intérêt maintenant à faire attention. Parce que moi, je ne fais pas partie des gens qui considèrent qu'une fois au pouvoir, on doit passer par perte et profit tous les abus que ces gens-là ont fait. Ces gens sont responsables. Quand ils font des choses pareilles, ils sont responsables. Donc, le moment venu, il faudra qu'ils rendent compte aussi. C'est trop facile de dire je suis aux ordres, j'applique les ordres, je tire sur les gens. Bon, ben d'accord. Je vous rappelle le procès de Nuremberg. Ces temps-ci, ça passe sur beaucoup de chaînes de télévision. Et c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont tous été fusillés à l'époque, en 1946. Donc, il faut que ça s'arrête. Quand quelqu'un est responsable, qu'il est fonctionnaire ou qu'il est une autorité de la force publique, quand quelque chose, un ordre est illégal, il ne doit pas l'appliquer. C'est tout. Mais quand il l'applique, il est complice de l'ordre illégal. Voilà. Alors, puisque l'on évoque l'affaire Khalifa
ces conseils qui font tout justement pour qu'ils ne soient pas jugés et condamnés par conséquent avant les législatives. Vous avez toujours vu une main politique derrière cette affaire? D'abord, moi, vous savez, juger ou pas juger, c'est kiff-kiff. C'est un procès, c'est une affaire purement politique. C'est de la vaste fumisterie, n'est-ce pas? C'est de la manipulation. Voilà. Et c'est là aussi, c'est la même chose. Les gens du parquet, les juges d'instruction sont des gens tout aussi responsables. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est trop facile de dire, ouais, moi je suis le parquet, j'applique les ordres du ministre, etc. Le juge d'instruction, le procureur m'a demandé ça, je le fais. Eh bien, le moment venu, tu devras rendre compte aussi. C'est trop facile. On ne peut pas vivre dans un pays comme ça. Et tant qu'il n'y aura pas des exemples, mais ça continuera. Même nous, si nous arrivons au pouvoir, l'autorité judiciaire doit se comporter en autorité judiciaire. Et pas en godillot. Comprenez? Alors, dans l'affaire Khalifa Sall, c'est une affaire mal fondée. C'est une affaire qui n'a aucun sens. On vous dit, oui, il a pris de l'argent, ce n'était pas une caisse noire, c'est une caisse d'or. C'est complètement faux. Moi qui vous parle, j'ai été agent du Trésor. J'ai servi le Trésor nommé par arrêté du ministre des Finances à l'étranger. J'ai été donc comptable public pendant 3 ans. Je sais ce que c'est. Le comptable public, dans une affaire d'argent, il est plus responsable que l'ordonnateur, c'est-à-dire celui qui dit, qui ordonne les dépenses. Comment l'ordonnateur qui est Khalifa Sall peut être plus responsable que les percepteurs qui étaient là? Or, les percepteurs qui étaient là, mais c'est des inspecteurs principaux, peut-être même de classe exceptionnelle, du Trésor. C'est des inspecteurs du Trésor. C'est des spécialistes. C'est des techniciens. C'est des gens qui savent ce qu'ils peuvent se permettre de faire et ce qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire. Si tous les mois, ils prennent 30 millions ici, en argent liquide, qu'ils donnent à un gestionnaire, enfin, qu'ils mettent entre les mains d'un gestionnaire, pour que ce soit à la disposition du maire, et qu'ils le font des mois, mais c'est qu'ils savent qu'ils peuvent le faire. Et c'est pourquoi eux n'auraient même pas dû être inquiétés. Mais inquiétés pour être inquiétés, ils sont libres. Enfin, ils sont en liberté, contrôle judiciaire. Bon. Mais si vous voulez contrôler, faites la même situation au maire. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez à le mettre en prison? Ce sont des tentatives d'humiliation. Ce sont des tentatives d'humiliation. Et ça, c'est pas tolérable. Khalifa aurait dû cautionner. Non, jamais de la vie. Où est-ce que vous voulez qu'il aille chercher? Où est-ce que vous voulez? Vous savez, moi, j'ai des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit, écoutez, il faut dire sur le montant là, 1,8 milliard, il faut soustraire tant. Parce que moi, c'est sur cet argent que Khalifa Sall a payé les soins de ma femme ou ceci, cela. C'est sur cet argent que Khalifa Sall a payé les arriérés de scolarité. C'est sur cet argent, etc., etc. Est-ce qu'ils ont dit ça? Non, des gens que je ne connais même pas, qui m'ont téléphoné, qui m'ont dit ça. Comprenez? Donc, vous voyez bien qu'il n'y a aucun enrichissement personnel. Et puis, cette façon que le parquet a de vous accuser, mais pratiquement de vous insulter, de mettre sur votre dos des choses, comme ça, il n'y a personne pour dire c'est faux. Un détournement, blanchiment d'argent, des âneries comme ça. Voilà. C'est ça le problème. Alors, moi, je considère que c'est une affaire purement politique. Elle est purement politique, n'est-ce pas? Et que la justice, si elle voulait être honnête, même parquetière, elle aurait dû dire qu'elle n'est pas compétente. Le lien avec le différent Khalifa Sall. Mais forcément, on l'a vu avec Bamba Fall. C'est la même chose. Alors vous voyez avec Bamba Fall, Bamba Fall a demandé, je crois, 2 fois la liberté provisoire, il ne l'a pas obtenue. Sur des faux problèmes. Il va devant la chambre d'accusation. C'est une structure où il y a 3 magistrats, il y a un président et 2 assesseurs, ce sont des très hauts magistrats, ils sont à la cour d'appel, qui disent, ce monsieur-là, il faut le mettre en liberté provisoire. Et il y en a un qui sort là-bas, qui est tout seul, qui ne peut pas être plus intelligent que les 3 là, n'est-ce pas? Et qui dit, ah non, il ne part pas, et puis l'affaire est bloquée. Et c'est ce même qui s'est réveillé un matin, qu'il avait fait ce qu'ils appellent un pouvoir, c'est-à-dire un appel de l'appel, n'est-ce pas? C'est ce même qui se réveille un matin, au moment où personne ne lui a rien demandé, où personne n'y pensait, il dit, je retire mon appel. On lui a dit, il faut retirer l'appel. Ben voilà. Il fonctionne comme des caporaux, quoi. C'est honteux. Moi, j'aurais été magistrat, on ne m'aurait jamais fait ça. On ne m'aurait jamais fait faire ça. Vous savez,
Il y a un parquetier dont je salue la mémoire qui est décédé cet an dernier, ces jours-ci, cette semaine-ci. C'est Basile Senghor. Basile Senghor était le neveu, chez les Wolof même on dirait le fils de Léopold Sédar Senghor. Parce que les deux, Léopold et son père sont des frères. Basile était procureur à Thiès. Il y a eu une bagarre politicienne là à l'intérieur de l'UPS de l'époque. L'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Demba Diop, a été poignardé et il est mort. Donc le pouvoir de l'époque lui dit, tu dois qualifier ça d'assassinat. Parce que l'assassinat est très grave. Ça veut dire que vous avez prémédité, vous avez préparé peut-être un guet-apens, voilà. Donc, tandis que l'homicide comme ça, alors, il a refusé. On a tout fait, il a refusé, il a qualifié ça d'homicide simple. Alors que c'est son père qui est président de la République. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a sorti de là, on l'a mis à Djoubel. Et alors? Ça ne l'a pas empêché, quelques années plus tard, de terminer procureur général à la Cour suprême, c'est-à-dire le top du top des tops du parquet, et de terminer ministre de la Justice. Alors vous voyez, ce que Dieu a décidé. Si Dieu décide que vous, demain, vous serez directrice d'une radio ou bien d'un journal, vous le serez. Vous n'avez pas besoin de faire des choses qui ne sont pas normales dans votre travail. Voilà. Basile Senghor, c'est le grand exemple. Et il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Moi, j'ai servi avec quelqu'un, je l'ai connu ambassadeur, il était procureur à Dakar. C'était Hassan Bassirou Diouf. Il a été mon ambassadeur en Tunisie. Lui aussi était procureur à Dakar. Et un jour, à l'époque, on venait de créer ce qu'on appelait le Club Nation et Développement. C'est un club qu'on avait créé de réflexion où des jeunes intellectuels venaient donner nos points de vue. Et lui, tout procureur qu'il était, il donnait des points de vue critiques au gouvernement. Hop, Senghor l'a pris, d'or, ambassadeur. Et comme ça, on l'a traîné un peu. Abdou Diouf a eu peur de lui, l'a aussi écarté. Mais ça n'a pas empêché Hassan, plus tard, bien plus tard, de terminer procureur général de la Cour suprême, premier président de la Cour suprême. Vous voyez, voilà un autre exemple.